le podcast du Théâtre des Esquerres. Bonjour tout le monde, mon nom est Pierre-Marc Langevin. Je suis accompagné comme d'habitude avec mes chums Pierre-Anthony Breton et Benoît Saint-Pierre. Hello. C'est pas pire, hein? On dirait que t'oubliais mon nom. Non, ben c'est voulu. Je t'oublie souvent. C'est Benoît, c'est ça. Merci. Benoît. C'est Benoît, ton nom? Ouais, c'est ça. Okay. Félicitations, Jerry. Alors, juste avant de commencer, j'aimerais vous rappeler que le podcast est une présentation de Onibi. Parce qu'Onibi, c'est... Bon en salle! Je m'étonnerai jamais. Toujours excellent, toujours excellent. Et aujourd'hui, on est avec M. Jérémy Demé qui est venu présenter son spectacle naturel. Jérémy Demé, bonjour! Bonjour les amis. Bonjour. J'aimerais saluer les millions de personnes qui sont devant nous en ce moment. Il y a une madame. On peut le dire qu'il y a une madame. Madame. Oh, il y a une madame. Hein? Je pense qu'il y en a une deuxième qui arrive. Deuxième. Bonjour, deuxième madame. Bonjour, madame. Je me suis trompé, vous allez être deux, madame. Vous allez être deux, ça va être le fun. Le public vient de doubler, littéralement. Doublé. Je tiens à rappeler qu'on enregistre un lundi après-midi, donc c'est déjà Oui, c'est sûr, des choses qui arrivent. Ah, il n'y a pas bingo? Y a-tu bingo aujourd'hui? Non, c'est le dimanche. Ça, c'est le dimanche. Le super bingo depuis Kogan. Je le recommande. Oui. T'as-tu déjà été? Non. Non? Mais, Toi, Jérémy, t'as-tu déjà fait un bingo? Ouais. Ouais? J'aime ça le bingo, moi. Ah ouais? C'est le fun, Ouais. le bingo. Oui, c'est Genre, est-ce que c'est plus le bingo Tupperware ou le bingo Non. traditionnel? un bingo traditionnel, mais le feeling quand t'as la B5, là, mais que tu l'as. Tu vois, le feeling, il est bon, le feeling. Non, moi, j'aime bien les bingos. moi. L'urgence de crier avant que quelqu'un d'autre prenne ton spot. Ouais, j'aime ça. Madame, vous êtes fan de bingo? Non? Et vous, madame? Fan de bingo? Non. Parfait. Bon, ben, fait qu'on parlera pas de bingo. D'accord. On va offenser des Ben, je pense pas qu'on peut se faire beaucoup de millage avec du bingo. Ah, très surpris. Ouais? Oui, il y a 60 boules différentes. Ah, c'est vrai. On va en parler de chacun. Ouais. Jérémy, tu es venu présenter ton spectacle naturel. Tu es rendu à ton combienième one-man show? Troisième. Ton troisième? Ouais. C'est quoi la différence entre ton premier et ton troisième? Où est-ce qu'on est rendu? Je pense expérience. J'ai mûri. Je suis plus ce que j'ai envie d'être sur scène. Tu sais, avant, il y avait beaucoup de. Je veux donner aux gens ce qu'ils aimeraient avoir pour me faire aimer, pour me faire accepter. Et maintenant, il y a plutôt je fais ce que j'ai envie, puis je vais dans mes niaiseries, dans mon immaturité à fond, sans me soucier de ce qu'on pourrait penser, puis ça réussit en fait. Mhm. Je me rends compte qu'il n'y a rien de mieux qu'être soi, finalement, Ouais. que vouloir avoir juste une belle image. Fait que Ça c'est pour ressemble ça que t'es tout nu dans ton affiche. Entre autres, OK. il y a quelque chose de Libérateur. libérateur. OK, ouais. C'est ça un peu, Ah c'est oui. libérateur d'être soi, je trouve. Et Oui. on vit tellement dans un monde d'images que ça fait du bien dans ce masque-là de dire non, je vais être moi, même si ça te déplaît. Effectivement. T'es-tu tenu sur scène aussi? Non. Non? Ah! C'est juste Mais ce qui est bien de ce projet, c'est qu'on voit rien. Non, c'est ça, je regardais, il y a le U censure bien. C'est ça. On voit tout, mais on voit rien. Hein, mesdames? vous gâtez sur le poster, là. Hein? T'aurais dû faire une version de face aussi. C'est ça? Vous n'êtes pas gâtés? Ah, OK, madame, on demande. Il n'y a pas de problème. Je peux faire. Mais tu sais, t'aurais pu faire une version de face avec la barre du thé qui descend vraiment Eh longtemps. ouais. Ça aurait été génial aussi. C'est vrai que ça aurait été pas mal, ça aussi. Prochain show. T'as raison. Il y a quelque chose de marrant, t'as raison. Puis j'imagine que, tu sais, comme tu parles, c'est plus toi qui parles. Donc, tu sais, c'est un peu la courbe. Ce que j'entends souvent, c'est que c'est plus personnel comme show. J'imagine, t'es rendu plus là-dedans dans ton humour? Ouais, mais je pense que ça a toujours été... Un show, c'est toujours personnel, parce que tu parles toujours de toi. Je pense. Tu parles toujours de ce qui te touche. C'est le propre de l'humour. D'ailleurs, ça m'a toujours fait rire les critiques qui vont dire des choses comme ils nous parlent encore des mêmes sujets, mais c'est parce que c'est ce qu'on vit. Ouais. On vit le couple, on vit le mariage, on vit la nourriture, on vit le sport, on vit tout ça. Qu'est-ce que tu veux qu'on parle d'autre que ce qu'on vit? Donc, oui, je pense que j'ai toujours été naturel à l'endroit où j'étais, en fait. C'est juste que maintenant, je suis plus mûr, comme n'importe qui vieillit. Et puis, je sais plus ce que je veux, je sais plus ce que je veux pas. Je fais moins semblant. Et puis voilà, c'est juste quelqu'un n'importe qui a mûri et qui est... Mais je pense que j'ai toujours été à l'endroit où, tu vois, j'ai toujours exprimé dans mon art ce que je voulais dire à ce moment-là, en fait. Ça n'a pas été... Ouais, c'est sûr que quand t'as 19 ans puis que tu arrives à 36 ans, je sais pas t'as quel âge, là. 41. 41? Mm. Ah, t'es fait pas. non, c'est vrai. T'as une petite jeunesse. Mais c'est ça, tu sais, c'est vraiment pas les mêmes propos. T'as-tu des enfants aussi? Deux petites filles, ouais. Ouais, fait que c'est ça. Fait que tu sais, c'est pas le même gars qui a 19 ans qui commence à faire de l'humour. Ah non, c'est Ça a-tu un impact, ça, dans ton écriture, d'avoir des enfants? Non. une source d'inspiration, peut-être? Une source d'inspiration un petit peu, je pense pour celui d'encore d'après, parce que là c'est nouveau encore la personnalité pour moi, mais est-ce que ça a eu un impact? Non, ça n'a pas eu d'impact. Je pense que non, ça a eu un impact. Non, ça n'a pas eu d'impact. J'essaie de trouver une réponse qui fait du sens, mais non, ça n'a pas eu d'impact. Ni d'ailleurs dans l'humain que je suis. Tu sais, souvent on dit les enfants nous changent.
Je pense pas que les enfants m'ont changé, moi. Je pense que les enfants m'ont fatigué Ouais. avec les nuits debout. Mais je pense pas qu'ils m'aient changé en tant qu'être humain. Je pense que c'est une source d'amour. C'est plein de belles choses, autant que c'est très difficile quand ils sont jeunes. Mais ça m'a pas nécessairement changé en tant qu'humain. Je pense pas. Non, c'est parfait, ça. Je pense que je change comme n'importe qui via l'âge, via les expériences, via de la thérapie. Si t'en fais, moi j'en ai fait beaucoup. Oui. Mais à part ça, je pense pas que les enfants nous changent. En tout cas, pour moi, c'est pas mon expérience à moi. Les enfants, si on leur pose la question, c'est peut-être autre chose. On sait. Tu parlais de thérapie. Tu as fait aussi... T'as parti des conférences aussi. Entre autres, ouais, depuis que j'ai écrit des livres, on m'a demandé d'en faire. Est-ce que t'en fais encore? J'en fais encore, ouais. Je me suis mis à en faire et puis j'ai trouvé ça au début inconfortable. Ouais. Et moi, j'aime bien aller où je suis inconfortable. OK. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui est inconfortable, je me dis je vais plonger dedans parce que j'en ai besoin. Mais c'est là qu'on a des expériences, puis qu'on change aussi, qu'on prend de la maturité. Qu'on pousse Ah ouais, nos limites. ouais, c'est exact. Ouais, qu'on découvre, qu'on essaye, voilà, j'aime bien. Donc moi, j'aime bien aller où c'est inconfortable, peu importe dans ma vie. Et donc, ouais, un jour, on m'a proposé de faire des conférences. Et l'idée de parler aux gens sans faire rire, ça me rendait très inconfortable. Parce que moi, ça me prend un gag, parce que le silence peut être très déstabilisant J'avoue. en tant qu'humoriste. Surtout quand tu es habitué de dire, je dis une phrase, là, ça rit, puis que tu es un peu conditionné comme ça, puis là, tu arrives dans une conférence, puis là, ça marche pas. Fait que je comprends que ton cerveau est déjà construit d'une façon. Exact. Fait que de le vivre d'une autre façon, c'est sûr que ça doit être l'enfer. Exact. Mais justement, je me suis dit, parce que ça va être ça, je vais aller. Mais est-ce que tu aimes encore ça? J'ai aimé ça, et j'aime encore ça, ouais. J'aime ça parce que c'est quelque chose qui me plaît, ce sujet-là. J'aime me renseigner sur la santé, que ce soit physique, psychologique, émotive. J'aime expérimenter et j'aime en parler. Et comme les gens veulent l'entendre, en tout cas, il y a des gens qui veulent l'entendre, je me dis que c'est un win-win pour tout le monde. Puis est-ce que tu as tout le temps voulu faire de l'humour ou bien tu avais une passion un peu plus, être médecin ou des trucs comme ça quand tu étais plus jeune, pour avoir cette passion-là des gens? Je pense que j'avais joueur de soccer. Ah oui? Ça, c'est le côté européen. Ouais, c'est le cas. De 8 ans à 15 ans. OK. Après, j'ai compris que j'aurais jamais le niveau à 15 ans. Il y avait juste un joueur sur 1 million qui allait y arriver. Et après, c'est venu à 18 ans. Je fais une école de business à l'époque en France. Et là, je rencontre quelqu'un qui s'appelle Alexandre, qui est aussi niaiseux que moi, vraiment deux gros épais. Et on est tout le temps ensemble. Et un jour, on est dans un petit bar. On est lundi soir, comme aujourd'hui. Lundi soir. Et on est à Marseille, dans le sud de la France. On est dans un bar. On est 4, lui, moi, puis 2 de nos amis. Et il y a un monsieur qui est juste là, un monsieur moustachu. Il te ressemble un peu. Il te ressemble un peu, il est assis là. Et sinon, le bar, il est grand, quasiment comme ici, et il est vide, parce qu'on est lundi soir. Et là, on fait les cons, on rit. Et là, il vient nous voir, il est juste là. Il dit, est-ce que vous êtes humoriste? Et on dit, non, on n'est pas humoriste, on est étudiant. Il dit, parce que c'est mon bar ici. Puis dans 2 semaines, on fait une soirée chanson, un peu Star Academy amateur. Est-ce que vous aimeriez venir faire un numéro à l'entraque? Et nous, on se regarde, ben oui, ok. Fait qu'on se dit, pourquoi pas? Fait qu'on l'a fait. Et moi, ce jour-là, j'ai eu un éclair de génie où je me suis dit, ça va être ça que je fais. Tu as eu la piqûre d'être là. J'ai eu la piqûre d'être là. C'était-tu un texte que vous aviez écrit ou vous avez décidé d'improviser? Non, on l'a écrit. Mais tu sais, on a écrit comme quelqu'un qui a écrit quelque chose en 2 semaines. Ouais, non, c'est ça. Ouais. Et Dieu sait que c'est dur d'écrire de l'humour. En 2 semaines, tu peux écrire juste de la marde. Il n'y avait pas le rodage, il n'y avait pas. Non. Ça, on n'a pas fait ça, nous. On a écrit, nous, 2 étudiants. Tout fait en 2 semaines. Tout fait en 2 semaines. Mais c'était un succès à tes yeux quand tu étais sur scène? À mes yeux, oui. Je le regarderai aujourd'hui, ce serait de la crise de marde. Mais à l'époque, ça me paraissait un succès. Mais surtout, je me rappelle du feeling. Le feeling de me dire, waouh, c'est ça que je vais faire. Ça fait clic dans ma tête, tu vois. Et ça reste encore à ce jour présent. Puis ça a été quoi la suite? C'est les open mic, l'école de l'humour? C'est quoi le processus qu'il y a eu ensuite? Après, je déménageais à Montréal à la fin de mes études pour faire un stage à Juste pour rire. Et là, on m'avait dit, si tu veux faire humoriste, tu devrais rester à Montréal quelques mois pour apprendre l'humour, parce que les Québécois sont meilleurs que les Français, donc tu devrais rester ici. Je pense que c'est plus vrai aujourd'hui, mais ça l'était beaucoup avant. Ouais. Je pense que à l'époque, la France il y avait comme un 5 ans d'écart entre les 2 pays. Là. Genre. Et là, la France a récupéré, mais à l'époque, c'est vrai. Et donc, je suis resté ici 1 an, puis je suis tellement tombé amoureux de ce pays. Je me suis dit, non, en fait, c'est ici que je veux rester. Et je suis resté ici. Ça fait 18 ans que je suis là. 18 ans que tu fais de l'humour ici. Que tu fais juste un stage. Que je fais juste un stage. Tellement que je suis reparti en France il y a 2 ans pour essayer de percer en France. Et après 6 mois, ma blonde et moi, on s'est dit, on n'aime pas ça, en fait. Ah ouais? On n'aime pas ça, on n'aime pas la vie là-bas, on n'aime pas, tu vois, on préfère le peuple québécois, la façon de vivre québécois, fait qu'on se dit non, on va pas rester là-bas pour se faire chier, on veut être heureux, fait qu'on a arrêté, on est revenu ici. Est-ce que ta blonde est française aussi? Non, elle est québécoise. Ok, ouais. Je vous ai tout volé.
Comme- Puis, Puis il y avait ça un peu, vous nous volez nos femmes, vous nous... Mais non, c'est drôle, rien. Elle n'est pas kidnappée dans mon sous-sol. non, j'imagine que non. C'est Christian Bégin qui serait fâché. puis en France, est-ce que c'est mettons, le même processus? Il faut que tu sois à Paris pour te développer. Comme ici au Québec, c'est Montréal, la ville de l'humour. Mais il y a des soirées à Québec, à Gatineau, un peu partout, à Trois-Rivières. Est-ce que, mettons, en France, il faut vraiment que tu sois établi à Paris pour espérer avoir d'autres spectacles ailleurs? Ou Ouais. tu peux commencer à Marseille? Ou, Je pense que tu peux commencer à Marseille, tu peux Ouais. commencer partout à te former, mais je pense qu'après, si tu veux faire un peu plus de télé ou de la radio... Ouais. Après, maintenant, il y a les réseaux sociaux. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup d'humoristes qui remplissent avec juste les réseaux sociaux. Ouais. Donc, si tu arrives à te faire une communauté sur les réseaux sociaux, puis qu'après, tu fais ça partout, tu peux aussi. Ouais. Mais je pense que la plupart des humoristes sont à Paris, où c'est le centre des relations et des opportunités, je pense. Ouais, parce que les réseaux sociaux, hier, il y a eu un bon exemple d'impact. Mathieu Dufault qui a gagné l'Olivier de l'année. Ouais. Tu sais, c'est une bébite des réseaux sociaux à prime abord. Tu sais. Ouais. Donc, Il s'est fait connaître comme ça. Ouais, me semble. Oui, à Ouais, 100% pendant la pandémie. Ah ouais. C'est-tu quelque chose que tu as introduit dans ta game, ça, les réseaux sociaux? Comment tu les as utilisés? Moi, j'ai utilisé beaucoup en 2008 à 2012. Après, j'en avais ras-le-bol. Fait que j'ai fait une pause. Et après, je m'y suis remis en 2017, je pense. Et depuis, j'en refais un peu. Ouais. Maintenant, je fais beaucoup de moments d'improvisation avec le public. J'aime bien improviser pendant les spectacles. Donc, je prends des bouts d'improvisation et je les mets sur mes pages Instagram, Facebook. Mais t'es dans mes algorithmes. Je te vois passer dans mes algorithmes. Ok. Là, parce qu'il y a beaucoup. Moi, j'ai beaucoup de crowd work, justement, là, dans mes algorithmes. Fait que tu passes là-dedans. Mais, fun fact. Fun fact. Fun fact. Tantôt, j'étais en train d'installer tout le matériel pour faire le podcast. Puis là, j'ai vu ton affiche. Ouais. J'ai vu que tu avais un tatou, mais moi, ma vraie question est est-ce que tu as un tatou des meubles RD? Ils m'ont demandé. Ah oui, t'as vrai? Ah non. Un jour, je blaguais, parce que ça fait des années qu'on travaille ensemble, puis je blaguais en disant je vais me faire tatouer Meublardé dans le front. Mais je dis là, il faudrait avoir le contrat très à la hausse. Non, c'était une blague qu'on avait fait, mais non, j'ai pas de tatou Meublardé. Ça me fait penser, pendant le bye-bye, il y avait les annonces faites par intelligence artificielle. C'était-tu vraiment fait par intelligence artificielle? Ouais. Ouais? Ouais. Moi, ça m'a donné des cauchemars. C'est vrai? Je sais pas, les images de... Je sais pas, il était pas naturel. Ça paraissait que c'était Mais pas non, naturel. mais c'est ça. c'était un gag. Ben oui, Tu sais, il y avait 3 doigts au lieu de 2. Oui, c'est ça. C'est le créateur des pubs qui a décidé de faire ça pour faire un gag en hommage à ça, mais effectivement, ça fait peur, ouais, t'as raison. Oui, j'avoue. J'avoue. D'ailleurs, si tu parles du bye-bye, Pierre-Yves Roy Desmarais qui t'a imité de belle façon, Ouais. on t'a vu sur les réseaux sociaux le commenter, mais comment tu l'as vécu chez vous? Super bien vécu. En fait, je savais pas que ça allait avoir lieu, puis j'ai pas regardé le bye-bye parce qu'on faisait le party avec la famille de ma blonde. Et donc, je savais pas que, voilà, j'étais pas devant ma télé. Et le lendemain, on me dit, super, ta parodie au bye-bye. Je dis, quoi? Je comprenais pas de quoi il me parlait. Et finalement, au fur et à mesure, j'ai vu les images qui ont commencé à sortir et là, j'ai vu qu'il y avait une parodie. Mais j'ai trouvé très drôle. Je trouve ça sain qu'on se moque les uns des autres. Ouais. Je trouve ça très sain. Tant que c'est drôle et que c'est bien fait, moi, je suis le premier à rire. Tu fais une blague sur moi, si elle est bonne, je la ris. Là. Je suis le premier à rire. Même dans la vie privée, tu fais une bonne blague sur moi, je pleure aux larmes. Si c'est drôle, je vais rire. Ouais. Après, si c'est gratuit et méchant, je rirai pas. Mais si c'est drôle, moi, je vais rire. Donc, j'ai beaucoup ri. C'est une sorte de consécration, ça veut dire que tes publicités marchent, parce que s'il en parle au bye-bye, c'est parce que tout le monde les a vues. Tu sais. Ben, moi, je le vois comme ça. Je sais pas si Martin Matt, il a vu ça comme ça. Ouais, je sais pas. Je suis pas sûr qu'il est. Je sais pas s'il apprécie ou non. Apparemment, il est moyen, puis je peux comprendre. Mais non, moi je l'ai vécu comme ça, moi, comme une consécration. Ça veut dire que les gens la regardent, puis c'était bien fait, puis c'était drôle. Puis ils se moquaient pas de moi, ils se moquaient de la pub. Ouais, exact. Donc je trouve ça un peu aussi différent. Si tu te moques de la personne, Ouais, ou si tu te moques de ce qu'il fait, c'est deux choses totalement différentes. D'ailleurs, c'est un bon débat, je trouve. Tu sais, souvent, quand il y a l'histoire du petit Jérémy avec Mike Ward, et puis on parlait de ça avec un ami, et on se demandait ce qu'on en pensait à la liberté d'expression. Y a-t-il une limite, y a-t-il pas de limite? Puis clairement, il y a des limites parce que tu peux pas tout dire. Non. Hein, on l'a vu dernièrement avec Guillaume le Métis Vierge. Ouais. De dire, Oui. non, mais c'est vrai, si on pouvait tout dire, il n'y aurait jamais de problème. Donc Le on peut pas mollo tout boulot dire. blanc est rendu. Puis Cancer. il a même pas parlé, puis il s'est fait avoir. Mais ça dépend qu'on ne peut pas tout dire, Exact. tu vois. Mais on peut en dire, mais pas tout. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il m'avait dit, mon ami m'avait dit, tant que tu ris de ce que quelqu'un fait et non de ce qu'il est, c'est correct. Ah. Tu me suis? Si je ris de ton handicap, mais c'est pas de ta faute ton handicap. Par contre, si je ris parce que tu as envie de jongler avec des pommes et une carotte dans le cul parce que ça te fait rire, mais que moi je ris de ça, là c'est correct, t'as fait le choix de faire ça. Par contre, ton physique ou ton handicap ou ta maladie, t'as pas fait le choix de ça. Fait que je trouvais ça intéressant, dans la limite d'artiste, de pouvoir dire, à moins d'avoir la permission de quelqu'un, de pouvoir rire de ce qu'il est, ça, c'est la permission, c'est correct, mais de rire de ce que les gens sont et non de ce qu'ils font, je trouve ça une belle ligne en tant qu'artiste, pour moi en tout cas.
Puis mettons que je pousse encore plus loin, mettons une personne qui se fait modifier chirurgicalement. Est-ce qu'on peut rire de cette personne-là, même si c'est pas né comme ça? Ben, est-ce que c'est ce qu'elle est? Parce que fondamentalement... Pas nécessairement, non. C'est son... Non, c'est une bonne question parce que c'est un bon débat, c'est un bon débat. Je sais pas. parce que Je sais pas. si toi tu as besoin de faire ça, c'est que dans ta tête tu en as besoin. Fait que fondamentalement tu l'es. On n'est peut-être pas tous d'accord avec le statement. Je comprends. Mais si elle l'a fait, c'est parce qu'elle sentait qu'elle avait le besoin. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est ce qu'elle est. Mhm. Si une femme dit moi je suis un homme dans mon cœur, Ouais. eh ben, dans ce cas-là c'est ce qu'elle est. Mhm. Donc là c'est que ça devient touché. Ouais, Mais tu vois, c'est là où tu vois que la liberté d'expression elle est limitée en fait. Parce qu'on peut pas vraiment rire de tout aujourd'hui. Rapidement on se fait cancel ou ci ou ça. Fait il y a une limite, je pense à ça. Ouais, ben, tu sais, moi, je l'ai toujours vu, la limite est dans le respect de l'autre, dans le fond, là. Ma liberté arrête où ce que la tienne commence, là. Tant qu'on se respecte mutuellement puis qu'on saute pas au bord de la clôture, sinon ça devient une agression, finalement. Exact. C'est aussi une bonne limite. Mais j'ai l'impression aussi que c'est un peu des retours de balancier où il y a eu beaucoup d'abus, puis là, on revient, où on censure plus, puis un jour, ça va revenir à un équilibre. En tout cas, j'ai l'impression que c'est ça. Mais oui, ben, c'est normal. Là. C'est comme la balance. Là, Ouais, c'est ça va, elle était d'un bord, mais là, c'est sûr qu'elle va. Mais qu'elle c'est aille ça, un peu de quand tu l'autre veux la bord, rééquilibrer, tu le mets l'autre bord. Là. Fait que c'est un peu ça pour tout, dans le fond. Je pense que oui. Je pense que oui. Hein, les filles? Si je le dis, c'est que c'est ça. Ça te donne de la liberté en tabarnouche. Si tu le dis, ça veut dire oui. Non, mais c'est un bon débat, je trouve, cette liberté d'expression du mot. Parce que non, en fait, je ne crois pas qu'il y ait une totale liberté. Sinon, on dirait tout ce qu'on voudrait, il n'y aurait pas de conséquences. Non, mais je pense que c'est que ça a créé un nouveau phénomène. Ben, je le remarque surtout avec l'humour américain, mais est où la limite, les humoristes le cherchent. Là. Ils vont taper un petit peu là, sur les bords de la frontière, là, puis essayer de regarder ce gag-là, il marche-tu, il passe-tu pas. Puis tu sais, il y a des humoristes comme Shane Gillis aux États-Unis, puis Mark Norman, qui sont souvent sur le bord de la joke raciste, mais qui la twist juste au bon timing que ça ne l'est pas. Fait que, ça donne des choses qui sont intéressantes. C'est-tu des risques que tu prends de même un peu? Tu t'amuses avec ça? Non, non. J'ai pas envie de... Un parquet derrière. Ouais. J'ai pas envie de... Ouais, faut fermer, ok. C'est pas mon genre. Moi, j'aime bien dans la limite, mais si vous venez voir le show, vous allez comprendre, les gars, je me limite pas avec ce que je pense. Donc, quand il y a quelque chose qui arrive et que je parle à une dame ou à un monsieur ou dans la salle et qu'il y a quelque chose qui me vient, et même si je sais que ça se dit pas, ben, je vais rentrer dedans. Parce que c'est ma façon à moi de travailler, de dire, je dépasse, mon frère dit souvent, tu dépasses la ligne jaune. Tu sais, la ligne jaune, ça fallait pas aller là, mais j'aime aller là. Ça fait partie de moi. Et donc, quand je fais des shows, je vais... tu vois, je faisais un show il y a 2 jours. Tu as un exemple qui est niaiseux. Hein. Ouais. Il y a une dame qui monte sur scène qui s'appelle Monique. Il y a 2 jours, une belle madame qui doit avoir une madame qui vous ressemble, elle doit avoir 55, 60 ans. Puis elle a les cheveux un peu blonds, mi-blonds, puis mi-violet, tout ça. Puis on jase, elle me dit, regarde, c'est ma coiffeuse qui est au premier rang. Je fais, Chris, tu l'as magané. Tu vois, tu vois, est-ce que ça se dit? Non. Mais oui, tu comprends? Ça, c'est mon genre de limite à moi d'aller rentrer dans des choses qui peuvent paraître méchantes, mais en fait qui sont juste taquins. Ouais. Et les gens sentent que je suis bienveillant, ils sentent que je suis pas méchant, ils sentent que c'est toujours pour taquiner et non pour être méchant. En fait. En même temps, t'es sur scène. Il y a une espèce de bouclier. Si t'es dans le fil du subway puis tu dis cette blague-là, je sais pas si ça va passer. Je suis pas sûr. Ça dépend de ce que t'es. Si les gens sentent que t'es bienveillant et souriant et sympathique et que t'acceptes de toi aussi de faire rentrer dedans, entre guillemets, et que ça va comme ça, je pense que si c'est sain et bien fait, je pense que tu peux y aller. Oui. Ben, ça, je suis 100% d'accord. Mais je pense aussi que... je pense vraiment que ça dépend aussi de la personne en tant que telle. T'sais, je serais quand même curieux de voir, mettons, qu'on recrée notre univers présentement puis que la blague a été dite, mettons, par Louis-José Hood. Par le Mike Ward? Oui, Mike Ward, j'ai pas fait le lien, mais oui, je fais le lien. Fait que si ça avait été dit par Louis-José Hood, est-ce qu'il y aurait eu le même impact? Je sais pas, hein, je me demande. Parce que... Je pense que oui, moi. Tu penses que oui? Je pense que oui. Je pense parce que Mike, c'est quelqu'un de fondamentalement bon. Oui, mais je pense pas qu'il est perçu. Tu sais, moi, je te crois, puis je le sais que Mike Ward est une bonne personne, mais je pense que son humour a dérangé beaucoup, puis ça a cristallisé dans la tête des gens. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Je pense qu'il y a certaines personnes, puis là, je ne sais pas une majorité, je pense pas, mais je pense qu'il y a certaines personnes que dès qu'il dit quelque chose, c'est pas correct. Tu sais, ça sera jamais correct. Je comprends. Parce qu'il a polarisé du monde avec son numéro noir. Là, je comprends. Et quand tu comprends que c'est de l'humour, puis qu'il est allé plus loin, puis quand tu regardes le numéro en tant que tel où il s'est fait poursuivre, c'était pas si pire que ça.
Pourtant, Mike, je le connais, mais même si je le connaissais pas, j'ai l'impression que quand je l'écoute, je le sens doux. Oui, mais oui. Oui, il a l'air doux. Ouais, ben il prend la défense, le petit Jérémy, dans le numéro à la base. Ouais, mais je pense que fondamentalement, puis ça c'est un gars adorable, Mike, mais il est doux. Ouais. Il est pas énervé, il est pas, tu vois, il est pas agressif. Il est doux, il est sympa, il est à l'écoute. Puis ça, on le sent. Mais effectivement, ouais, il y a des gens qui créent des polémiques. Alors, est-ce que ça va être Louis-José Hood qui aurait dit ça? Je sais pas, bonne question. Mais c'est ça. Ou ben, tu sais, un humoriste qui commence puis qui est vraiment un peu trop trash. Tu sais, je sais pas s'il faut que tu fasses un peu ta place ou que tu fais un peu ta trail ou peut-être hey, ça, c'est mon genre d'humour, vous allez voir, je peux aller plus loin. Ou en tout cas, je sais pas. Ça marche pas pour tout le monde, là. C'est ça, je sais pas. C'est quand même. Je pense que quand tu vas vers là, il faut que tu aies une finesse là, dans ton écriture. Là. Ouais, parce qu'il y en a un qui c'est. J'ai oublié son nom. Tabarnouche. Parce qu'il y a un humoriste qui était quand même assez. Ah, c'était pas les jokes qui l'ont cancellé, par exemple. Je viens de créer un malaise, hein? Ben, je sais pas de tu parles. Je cherche son nom. Il était assez baquet, il avait une bonne barbe. Puis il était très, 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 très trash. Jeff Mercier? Ouais, Non, pas Jeff Mercier, pas Jeff Mercier. Plus jeune. Vraiment de la relève. Paf, c'est ça? Non, pas Paf. Toi, tu parles de Laf. Là, Paf. Bref, Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Il est cancel, là, je sais plus c'est qui. Alexandre Deauville. Oui, Ok. Deauville, oui, exactement. Ouais. Mais là, c'est ça. En parlant, je pensais que c'était son humour, mais je pense que c'est pas son humour. Lui, je pense qu'il fait partie du Me Too. Je sais pas. Je sais Je pas. sais plus. Je le connais pas. Dropper des faits pas bons des fois. Moi, ça va être un peu fatigué. Comment tu l'as vécu, ça? T'aimes beaucoup les gens, t'es fondamentalement dans le bonheur. Quand ton milieu tombe de même avec le MeToo, puis tout, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Comment tu l'as vécu? Je pense, comme tous les hommes, il y a eu un mélange de peur, il y a eu de panique. C'était un peu une espèce de tourbillon, juste pour rire qui tombe. On comprenait. En fait, moi, ça m'est arrivé à l'entracte de mon spectacle. Mon deuxième one-man show à l'entracte. Puis à l'époque, j'étais produit par Juste pour rire. C'est ça, hein? Ouais. Et à l'entracte, j'apprends que Gilbert Rozon vient de démissionner à l'entracte de ma première médiatique. Nice. Ah ouais, en plus. Ah, ça va bien. Ah, ça va bien. Hey, ton show va bien, là, mec. Ouais, c'est ça. Ben, rire. Je pense que tu n'as jamais vu aussi peu de journalistes dans une salle. J'avoue que ça doit être. Ça intéressait personne, mon spectacle. Mais je pense que c'est un mouvement qui a fait du bien parce qu'on s'est tous remis en question. Je ne peux pas parler au nom des femmes, mais je pense que la plupart des hommes qui ont moyennement été célibataires et volatiles, sauf si tu as eu ta même blonde de 18 ans à 42, et là c'est autre chose, mais si moyennement tu as eu des aventures, et ben on s'est tous remis en question à dire c'est quoi qui est bien, c'est quoi qui est pas bien. Parce qu'on ne savait pas c'était quoi. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Puis même encore aujourd'hui, après ce mouvement-là, il y a beaucoup de femmes qui me parlaient, qui me disaient les hommes veulent plus cruiser. Et leur disait ah ouais, des niaises, je comprends. Il y a une limite entre me mettre une main au cul et me dire que je suis cute, tu comprends, je veux dire, Et on savait plus c'est quoi la limite, on savait plus c'est quoi, il y avait une espèce de moment de panique. Les gens commençaient à être cancel pour une phrase, de dire lui il m'a fait ça, mais y a-t-il une preuve? Non, mais ok, il est quand même coupable. Il y avait une espèce de tourbillon un peu paniquant pour tout le monde, je pense. Donc moi je l'ai vécu un peu comme ça, c'était un peu une remise en question à me dire est-ce que j'ai été correct quoi? Est-ce que j'ai blessé des gens? Est-ce que j'ai dit des choses? Puis en général au passage. Hein. Et puis voilà, je trouve que c'est un beau wake-up call pour tous se poser des questions en tant que société et se demander où on va et comment on fait. Donc je trouve ça intéressant ce mouvement-là. Puis tu sais, l'impact qu'il y a eu sur le milieu à l'interne, dans nous autres les humoristes, ça a-tu eu un impact sur les relations? Y a-tu de la méfiance, des choses de même qui sont nées? Ou... Tu veux dire entre humoristes? Entre humoristes, ouais. Après, tu sais, quand les choses ont commencé à aller, c'était quoi les relations entre vous autres? Je veux dire, y a-tu... Je perds mes mots aujourd'hui, moi. Mais tu sais, souvent aussi, il y a comme des non-dits, des choses qu'on sait qui s'est passé, mais que ça n'a pas été dit. Puis là, quand tu vois le MeToo, ben là, tu réfléchis à ces moments-là. Puis, tu sais, moi, je me souviens, d'une manière personnelle, j'ai été témoin de certains trucs d'une autre personne. Puis je me souviens qu'à l'époque, j'avais rien fait parce qu'on faisait rien à cette époque-là. Mais tu sais, aujourd'hui, j'avertirais ou en tout cas, j'interviendrais. Mais je pense que c'était nécessaire d'avoir cette pause-là pour se poser la question. Tu sais, maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour arrêter ça? Puis même si tu n'as rien fait de mal, mais il faut que tu restes quand même attentif à l'environnement. Là. Moi, je pense que c'est un peu ça. Ouais. Fait que je pense que de réfléchir à ça puis de se poser la question, autant qu'on est un homme, autant qu'on est une femme, ouais. Ben, c'est ça l'important du mouvement. Là. C'était ça. C'est plus réfléchissez à ce que vous faites, c'est quoi vos comportements. Puis ceux qui continuent, mais c'est ceux qui ne comprennent pas. Là. Puis d'être dans l'écoute aussi de l'autre. Là. Oui, plus c'est ça. par rapport à
est-ce que la personne est confortable aussi? Il y a des signes, là, les gens ont... Ouais, quand tu te sauves, mettons. Là. Ouais, ben c'est ça. Arrête. Je cours. La personne est comme, hey, viens-t'en. Non. Non, mais c'est ça, tu sais, ce que j'essaie de dire dans le fond, c'est que est-ce que ça crée un malaise entre vous autres? Tu sais, tout le monde s'est posé les questions de faire comme, OK, qui dans la gang est pas bon? Tu sais, y a-tu une chasse aux sorcières? Y a-tu... Ben, je crois qu'à l'époque, il y a eu une liste sortie, là, une espèce de liste. Ah oui, c'est vrai. Mais cette liste, il y avait forcément des noms là-dedans qui étaient vrais et d'autres pas vrais. Je crois que même Mike était dessus, puis il a dit voir que je suis sur une liste. Et je pense qu'il y avait... Donc je sais même plus qui avait fait cette liste-là. Parce que... voilà. Mais non, je sais pas, je pense que tout le monde était un peu méfiant et tout le monde se demandait qu'est-ce qui se passait. Plus que, tu vois, on était comme dans une époque où quelqu'un se faisait nommer et il était coupable avant même. Ouais. Mm-hmm. Louis Ledoux ou Marc, je dis n'importe quoi là, Marc Lemieux, on fait ça. Ah, ça y est, coupable, bye, fini. Mais attends une seconde, je peux-tu. Y a-tu des preuves? Y a-tu une discussion? Tu vois? Et je pense que c'est ça qui était très apeurant, je pense, de dire qu'on pouvait dire n'importe quoi sur n'importe qui et que ça devienne un peu un Far West. Sans enlever rien à des victimes ou à des. Non, mais je comprends ce que tu veux dire, par exemple. On peut-tu avoir une discussion, on peut-tu se poser, on peut-tu en parler, ou juste dire c'est lui il est coupable et bye bye, tu vois. Ouais. C'est ça qui était apeurant en fait. Ouais, c'est sûr. T'as peur que Jérémy Demé, il a dit telle affaire sur mon cul, quoi? Donc c'est ça, il y a deux problèmes. Il y a le problème de qu'est-ce qui s'est passé, et puis il y a le problème de est-ce qu'on peut dire n'importe quoi sur n'importe qui sans. Ouais. Puis quand je dis n'importe quoi, ça se peut quoi. Il y a des gens qui sont vraiment coupables, puis il y a des gens. Tu sais, il y a l'histoire d'un prof. Je sais pas si vous avez vu cette histoire-là. Un prof, il y a une fille qui l'avait accusé de d'avoir violé, tout ça. Puis il a été cancel, puis il a pu travailler, tout ça. Finalement, elle a avoué que c'était pas vrai. Oh shit. Mais entre-temps, lui... Il a fait de la prison. Non, il avait pas il est barré de partout, puis il peut plus travailler. Même aujourd'hui, maintenant qu'elle a avoué qu'il s'était rien passé, il est quand même barré. Donc ça devient dangereux. OK, c'est un enjeu certain, là. Tu vois, faut juste doser. Et c'est ça un peu, je pense. C'est arriver à... Je pense que ça a amené aussi à pouvons-nous créer un endroit où on peut se parler? Ouais. Tu vois, on va se parler. Des fois, tu as vécu quelque chose, puis les deux personnes ont vécu différemment. Ouais. Tu vois, moi j'avais compris ça, toi tu avais compris ça. Je peux-tu me parler? Je peux te dire comment moi je l'ai vécu? Comment, tu sais, apprendre plus à communiquer, à s'asseoir, à échanger, à savoir comment tu t'es senti, comment je me suis senti. Je pense que ça ouvre la sensibilité des uns et des autres. Je pense que peut-être qu'on n'était peut-être pas assez sensibles les uns aux autres. Et je pense que ce mouvement-là ouvre à la sensibilité. À se dire peut-être que j'ai fait quelque chose que j'aurais pas dû, mais je savais pas que j'aurais pas dû. Parce que tu me l'as pas dit, parce que je croyais que c'était correct, parce que si, parce que ça, ah mais non, ah ok. Tu vois, et ça ouvre, je pense, à un dialogue sain qui fait qu'après, en tant que société, on peut avancer quelque chose de plus beau, je pense. C'est ma façon de voir ça. Puis est-ce que, par curiosité, parce que quand tu es arrivé au Canada, tu avais quel âge? J'avais 23. 23, début vingtaine, mais tu sais, le avant, as-tu vu une différence de comportement entre la France et le Canada, et le Québec? Est-ce qu'il y a une différence pour... Bonne question. Parce que là, c'est sûr. Tu veux dire dans les rapports hommes-femmes? Oui, dans les rapports hommes-femmes. En fait, bizarrement, moi, j'ai quitté la France vers 19 ans. Ouais. Je suis parti vivre à Cuba. OK. Pendant 6 mois. Après je suis parti faire un stage. Ouais, c'est vrai, je vais faire un stage. Après, je suis parti 1 an et demi aux États-Unis. OK. Et après, je suis venu habiter au Québec. OK. Donc, ma jeunesse folle, quand je dis folle, ma jeunesse de t'es célibataire ici et ça, je l'ai vécu à l'étranger et non en France. À partir de Cuba et à partir de Cuba et au-delà. Tu vois. Et donc, en fait, la majorité de ma vie adulte, je l'ai vécu au Québec. OK. Puis je suis arrivé ici, j'avais 22 ou 23 ans. Moi, voilà. Et donc avant j'étais à l'étranger, fait que j'ai vécu ici, fait que on dirait que j'arrive pas à répondre à cette question-là. Non, mais ça se peut parce que t'étais pas là. J'étais pas là. C'est parfait. Mais je pense que c'est la même chose. Je pense que c'est relativement. Je pense que les hommes sont beaucoup plus latins et dragueurs, cruiseurs en France. C'est la réputation du moins. Ouais. Ou au Québec, je pense un peu plus calme, un peu plus passif par rapport aux Français, je te parle. Ouais. Mais sinon, je pense que c'est relativement la même chose. J'ai l'impression. Génial. Je sais pas pourquoi tu me regardes. Parce que t'as des beaux yeux, mon père. Merci. C'est juste pour ça. T'as parlé de Cuba et des États-Unis dans ce bout-là. Ouais. C'est quoi? T'es-tu vraiment allé faire des stages ou qu'est-ce qui t'a amené à Cuba? Qu'est-ce qui t'a amené aux États-Unis? En fait, à l'époque, j'avais mon oncle qui avait une entreprise de boulangerie, une chaîne de boulangerie. À Cuba? À Cuba. Ah ouais. Et donc, je me suis dit, je vais aller faire un stage. Je devais faire un stage pendant mes études. J'étais dans une étude de marketing et on m'a dit, va faire un stage. Et donc, je me suis dit, je vais aller le faire à Cuba.
Et officiellement, je devais travailler dans l'entreprise de mon oncle Ouais. pour apprendre à faire du pain, voir comment fonctionne une business. J'ai travaillé 2 jours dedans. Les filles, je vous jure, j'ai passé 4 mois et demi à faire de la salsa. Apprendre à danser la salsa. Ok, pas de la salsa. Non, non, non. Apprendre à danser la La salsa, piquante. à parler espagnol et à découvrir la jante féminine de Cuba. C'est ça que j'ai fait pendant 4 mois et demi. Ça, c'est cool. ça. Et je suis rentré et donc j'ai fait un faux rapport de stage. Je peux le dire maintenant si jamais ils m'entendent. Encore list anyway. Passe avec ça. T'as fait un faux rapport sur tes 2 jours, dans le fond. J'ai fait un faux... En fait, j'avais pris un rapport, je sais pas, j'avais monté quelque chose avec le gars qui était en salle là-bas. Comme quoi, j'ai rien fait. Puis, s'ils m'écoutent, mes professeurs de l'époque, m'en calisse. De toute manière, c'est fini. Enlevez-moi mon diplôme. T'avais-tu une bonne note? J'ai eu une très bonne note. Ah oui? J'ai réussi à leur faire croire. Mais c'est ça aussi, apprendre à l'école. Ah, Tu fais croire à des gens que tu as fait quelque chose, mais tu n'as rien fait. Et ils te croient même. Et ça prend un niveau de confiance que tu as besoin d'avoir. Et surtout, j'ai appris l'espagnol. Tu vois. Ce qui me sert encore aujourd'hui. Je parle couramment espagnol et c'est grâce à les 5 mois passés là-bas. Ouais, Et- puis il me semble d'apprendre le marketing dans un pays communiste, ça me semble un peu étrange, non? Ouais. Tu réfléchis? L'idée, c'est d'aller vivre quelque chose, en fait, Ouais, à la ouais, base. ouais. C'est pas tellement apprendre quelque chose, c'est surtout apprendre, s'adapter à un nouveau pays, parler une nouvelle langue, Ouais. dealer avec une autre culture. Ça qui nous sert le plus, finalement. Les études, pour moi, c'est un prétexte. Mhm. Mais je pense que les meilleures leçons, elles sont dans la vie. Oui. Je pense que dans les niveaux d'études aussi, en Europe, c'est beaucoup encouragé d'aller voir ce qui se fait ailleurs. Je pense avant d'aller dans tes études supérieures. Puis je pense qu'il y a un encouragement d'aller voir, avant de retourner de faire tes études supérieures, de dire, va voir ce qui se fait, Ouais. va étudier, va faire un stage, puis tu reviendras plus tard. Là, tu sais. Je pense T'as que raison, ouais. ouais. Mais je pense qu'on en apprend beaucoup. Tu sais, apprendre une langue, t'apprendras jamais mieux que si tu vas à l'étranger. Mais c'est sûr. Effectivement. Et puis apprendre l'école de l'humour, moi j'ai jamais cru en ça, même si je suis pas en train de dénigrer ça, mais pour moi la meilleure école c'est d'aller dans les bars, d'écrire, d'essayer, de réessayer et puis de trouver ton style, tu vois, mais je pense pas que l'école de l'humour serve à devenir humoriste. Ça c'est un avis qui est très personnel. Est-ce que à ton arrivée au Québec, ça a été difficile d'apprendre le français? Quand je suis arrivé au Québec, Ouais. apprendre le français. Je te niaise parce que Ok, je voulais juste de comprendre tu la- parlais français. Non, je t'agace. Mais c'est marrant parce que il y a des gens des fois qui mettent des commentaires sur internet et ils pensent que je fais semblant de prendre un accent québécois. Même si j'ai pas l'accent québécois, mais j'ai une tonalité des fois québécoise. Oui, Ouais, ouais. Il va m'arriver de sacrer, il va m'arriver de dire des mots. Et oh, il fake. Mais non, je fake pas. Ça fait 18 ans que je suis là. Ma blonde, ma femme est québécoise. Je veux dire, mes filles parlent québécois. Je suis pas en train de faker. Je suis en train c'est parti de C'est moi. parti de toi, ouais. Mais tellement que je suis devenu une propre parodie de mon accent français. C'est-à-dire que si je vais imiter un français, je vais faire arrête. Et la parodie qu'un Québécois ferait, ben moi je fais ça de mon propre accent. Ça fait tellement longtemps que je suis ici que. Ça, c'est mon imitation du français. C'est quand même marrant. Ah non, c'est parfait. Puis, quand tu es allé en France, est-ce que le monde trouvait que tu avais un accent étrange? Est-ce que ça devient un amalgame de Québécois puis de Français? En fait, il y a toujours un 2-3 jours où il y a un. Puis, parce que mon cerveau maintenant est habitué à vite switcher. Ouais, ouais. Mais il y a un 2-3 jours où j'ai encore des mots québécois, des expressions québécoises, et puis au fur et à mesure, ça repart. Et pareil, quand je reviens ici, il y a toujours un 2-3 jours de trop français, et après, ça revient comme au milieu, genre. Est-ce que tu as dû adapter ton texte? Parce que là, quand tu as créé tes textes, tu étais au Québec, mais quand tu es arrivé en France, est-ce que tu as dû adapter pour changer certains trucs? Écoute, la majorité des blagues, elles marchent. Ouais. Je change quelques mots et une façon de le dire, mais sinon, elles marchaient. Après, il y a des choses qui ne marchent pas là-bas, qui marchent ici, et inversement. Ouais. Les Donc, régionalismes, j'imagine, ou des trucs comme ça. Les Régionalisme? Euh, Des trucs qui touchent plus le Québec, là. T'sais, Ouais. de rire, mettons, du maire de Québec, C'est ça. par exemple. C'est sûr qu'en France, il n'y en a rien à Non, coller. Mais j'ai peu d'humour comme ça. J'ai Non, beaucoup ok. d'un humour passe-partout. OK. Mais effectivement, il y a des choses, même en passe-partout, qui marchaient pas là-bas et qui marchent ici. Donc voilà, c'est juste une question de. Mais c'est aussi une question de dire les choses. Les Français, faut que tu leur dises quand c'est drôle. Ah ouais? Au Québec, tu fais une joke, tu parles et tu parles, puis les gens vont rire parce que c'est drôle. Ouais. T'as pas besoin de forcer. En France, il faut leur dire que là, c'est drôle. Tu prends une Là, pause? c'est la blague. Et là, maintenant. Et pour qu'ils comprennent, c'est plus lent encore le. Il y a un autre parler. Il y a un autre parler français. Ça doit être lourd au cinéma. Ça, c'est un film. Pleure. Couleur, musique, écoute. Et moi, pour vrai, j'ai toujours aimé beaucoup j'ai jamais compris les blagues sur les films français au Québec, parce que je trouve qu'il y a des très bons films français.
Au même titre qu'il y a des très bons films québécois. Ouais, Mais j'ai jamais compris les blagues de les films français, c'est long, c'est de la merde. Parce que je trouve qu'il y a vraiment des bons films français. Hey, sais-tu que ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas entendu parler de ça. Mais tu sais, mais maintenant, ce que je veux dire, c'est que c'est correct, c'est accepté. Ouais. Mais tu sais, à base, mettons, les premiers films qui ont eu des gros succès au Québec, que moi je suis conscient, là, on Ouais. s'entend selon mon âge, Ouais. on parle de Taxi, Ouais, on parle de Dîner de con. ouais. Là, le monde a commencé à rire, on commençait à avoir du plaisir. Mais je pense Oui, qu'avant, c'est c'est que c'était ça, les c'est ça. drames, des longs films, des choses comme ça que le monde voyait. Tu sais, le cliché pour nous d'un film français, c'est un gars sur le bord d'une boulangerie qui fume une top puis que. Puis que la moitié du film se passe en mangeant. Fait que c'était ça pour un Québécois, un film français. Fait que T'as c'était raison. dole, tu sais. T'as Un raison. gros cliché, là. T'as raison. Mais là, quand il y a eu les. Annie. La fille de bonne humeur, là. Le fabuleux Fabuleux destin d'Ali Poulain. Ouais, Ces choses-là, tu sais, ça commençait à changer tranquillement, tu sais. Là, le monde a commencé à faire comme ah ben oui, ils sont capables d'être drôles, les Français. C'est vrai. Mais je pense aussi c'est que ça a été démocratisé, tu sais, où tu sais, chaque pays faisait ses films de leur façon. Ouais. Puis quand c'est devenu plus mondialisation, on échange nos trucs. Là, on avait toutes nos régionalisations, Ouais. tous nos trucs pays par pays. Fait que, tu sais, l'Allemagne avait sûrement une réputation X dans les films, et la France, le Québec, le Canada, les États-Unis. Fait que je pense qu'après ça, ça s'est ajusté, puis on voit des trucs un peu échangés des pays. Là. Étrangement, ça doit pas être quelque chose que toi t'as connu quand t'étais jeune de voir des films québécois débarquer chez vous. Ça devait pas être Non. courante. On n'a pas grandi avec des films québécois, alors que vous avez grandi avec des films français. Ouais. C'est pour ça que vous, l'accent français, vous l'avez facilement. Et aussi, les traductions, au début, étaient faites en France. Donc, Ah. adapté, mettons, un film américain était traduit en France. Donc, quand il est arrivé au Québec, ben là, on entendait les références françaises, Exact. des trucs. Fait que déjà, c'est ça. On part avec un petit peu plus de connaissances qu'un Français qui vient au Québec. T'as raison. On savait ce que ça voulait dire chelou. Chelou. Ah ouais, puis même le verlan, tu sais, il y a vrai, des ouais. trucs qu'on connaît. Parce que, mais y a-tu des perles de culture québécoise qui traversaient à l'époque quand t'étais jeune? Y a-tu quelque chose qui te donnait l'impression que le Québec existait? Ou... Non, je pense que la France s'intéresse pas vraiment au Québec. Ouais, c'est mon feeling. À part les artistes, tu sais, les Céline Dion, ou les Xavier Dolan ou Ouais. Anthony Cavana qu'on connaît, mais sinon il n'y a pas vraiment de cette culture-là. Parce que, tu sais, vous avez grandi avec les films français, mais nous, les films québécois, les films de Xavier Dolan en France, ils sont regardés, mais pas tant que ça non plus. Mhm. C'est pas donc il y a des artistes, Plus dans les festivals. ouais. Mhm. Donc il y a des artistes qui viennent et qu'on connaît, mais sinon il n'y a pas vraiment de. Mais la réputation que vous avez, c'est que vous êtes super gentil. Les Québécois sont gentils et veut pas. Mais en fait c'est vrai, vous êtes un peuple foncièrement gentil et ça c'est sincère, et pacifique. C'est d'ailleurs pour ça que je suis resté ici depuis autant d'années. Mais vous avez cette réputation-là d'être gentil. Alors que les Français ont la réputation d'être arrogants, chiants. Ce qui est vrai aussi. Ce qui est vrai, mais je pense que ça passe surtout par leur envie de débattre. Ce que je connais du français moyen, moi, c'est l'envie de débattre. C'est vrai. Hein. Et, tu sais, fait qu'ils peuvent, parce qu'ils s'emportent. Moi, c'est ce que j'ai connu, c'est qu'ils s'emportent dans leur débat, fait qu'ils ont l'air de chialer, mais en fait, non, ils sont juste. Ils sont intenses. Ils sont intenses. C'est une guerre verbale, tu sais, on discute. l'intérêt. Ouais. Si tu te débattre, on va avoir raison. C'est débattre. C'est juste pour le principe de dire t'as ton point, j'ai mon point, Ouais. mais t'as l'impression qu'ils veulent vraiment avoir raison et prouver. Non, pas du tout, pas du tout. Ah non, toi tu sens pas ça comme ça? Ben, ça dépend peut-être des personnes, mais je pense qu'autant au Québec, il y a des gens qui veulent avoir raison. Peut-être. Je pense pas que c'est... Mon échantillon, c'est pas ce qu'il m'a donné comme perception. Non. C'est juste qu'à chaque fois qu'ils sont pas d'accord, tu sais, au Québec, on fait comme ok, c'est beau, on n'en parlera pas, mais eux autres, non, Oui, mais ça vient du fait que t'as envie d'avoir raison, non? Sinon tu dirais, ah ouais, belle façon de voir les choses. Je suis pas d'accord avec toi, mais effectivement, ouais. Alors que eux, c'est, ben non! Et ils se mettent à parler, tu sais même plus de quoi ils parlaient au début. Là, ça se met à s'engueuler, c'est fatigant, man. Ouais, pour ça, il s'en va s'allumer une top à côté d'une boulangerie. Exactement. Les débats français sont épuisants. C'est pour ça que vous mangez tard en France. C'est ça. Là, je te dis Ouais, vous, mais t'es plus québécois maintenant, mais Ouais, ouais. c'est pour ça qu'on mange tard en France. C'est vrai que je suis plus québécois maintenant, ouais. Mhm. Je garde toujours mon origine française, mais c'est vrai que je me sens beaucoup mieux ici. Est-ce que t'as encore de la famille en France? Ouais, toute ma famille en France. Oui, tout à fait. Puis- Tu es d'où en France? En Bourgogne. Bourgogne. Bourgogne, Dijon, la moutarde. Ouais. La moutarde de Dijon. Mais je me sens mieux ici. On est mieux, je trouve. C'est plus simple la vie ici. C'est plus. Tu sais, souvent on rit de Trudeau, qui est Ouais. un peu mou. Ouais. Tu sais, un peu pacifiste. Il prend jamais de camp. Il est toujours un peu, je sais pas, j'étais pas là. L'Ukraine, quoi? Non, quoi? Ben oui, mais non. Il est toujours un peu. Ouais. Mais quelque part,
quand tu y penses, il n'y a personne dans le monde qui déteste le Canada. Ouais. Qui veut rentrer en guerre avec le Canada? Il n'y a personne qui a jamais dit le Canada, il y a personne. T'as jamais entendu la Corée du Nord ou la Russie Non. ou un pays d'Europe qui a dit les Canadiens, voilà, personne. Ouais, mais je pense que pour eux autres, on est les États-Unis du Nord. Non, mais tu comprends, Mais personne n'est je énervé comprends. contre Ouais. le Canada. Je comprends ça. Hein. Mais C'est je vrai. pense que le Québec veut aller en guerre contre le Canada. Mais ça, c'est un autre débat. Ben, Un débat, autre débat, Mais ouais. peut-être Donald Trump aussi, parce que tu sais, dans tout le conspirationniste, là, il disait que Donald Trump allait libérer le peuple canadien de Justin Trudeau et tout ça. Fait que- Ouais. Mais il y a eu Donald Trump juste en négociation, c'est qu'il avait été rough avec le Canada. Là. Ouais, avec. Que là, il s'était fâché puis qu'il avait augmenté les prix du bois parce qu'on augmentait les taxes d'autres choses. là. Mais ça se peut que ce soit encore pire aussi. Mais c'est vrai que personne ne veut la guerre avec nous. tu sais. Ben non, parce qu'on dit qu'il est mou, mais il y a du bon là-dedans. C'est que personne n'est énervé contre le Canada. Ouais. Et que s'il y a une guerre, on est comme, peut-être qu'on va être correct. On va vous envoyer des amis. Personne nous en veut pour rien. Tu vois. Fait qu'il y a quelque chose de bien là-dedans. À part la Russie qui pourrait passer par le pôle Nord et nous rentrer dedans. Ben, ils vont passer par l'Alaska avant. Fait que, tu sais, s'ils passent par l'Alaska, techniquement. C'est les États-Unis. Ça a été- Non, Attends. mais non, mais t'as le nord complet. Oui, là. mais il y a le nord. Mais là, Ouais. tu sais, dans les territoires, oui, mais c'est sûr qu'on peut passer par là. Mais maintenant, il y a plein de radars. Fait ils pourraient, mais je pense qu'on va les voir. Qui s'essaye. Qui s'essaye. On t'attend à Poutine. Allez-y, qui s'essaye, allez-y. Qui s'essaye, ils vont Mais voir tu sais, qu'on mange en crise. c'est avec ces changements de radar-là aussi, là, que tu sais, je pense que c'était l'été passé, là, il y avait comme plein de ballons espions là, dans le ciel Oui, c'est au vrai. Canada. Là. Et ils ont La- réajusté puis ils en la détectaient tollée. plus que Ouais, d'habitude. ouais. Ouais. C'était des tests. Des tests, des extraterrestres en T'as des ballon. ballons chinois. Oui. Ouais. Mais tu sais, c'est facile de dire c'est un ballon Ben, chinois. ça vient tout de Probablement, ils ont tous été fabriqués là. fait que- C'est ça. Mm. C'est ça. La main-d'œuvre. Ça vient de Taïwan aussi, mais ça, c'est la Chine. Ouais. C'est un autre débat, ça. Ça, c'est un C'est un autre. autre On va se faire débat. canceller. Et on arriverait vers la fin. Jérémy, d'habitude, quand on a des invités, on leur demande s'ils ont des questions. Ah, bonne idée. Avez-vous des questions pour Jérémy? Vous allez nous écouter à soir? Ah, vous travaillez à la salle? Ah, d'accord. Ah oui, remarque avec le petit, forcément. Oui. Elle arrive de la pharmacie, elle a fait ça changer. Elle aime bien que les gens sachent son nom constamment. C'est ça. Jérémy, est-ce Ouais. que tu as des podcasts? As-tu quelque chose que tu aimerais plugger avant qu'on ferme? Tu sais, parce que ton show, il va être malheureusement trop tard pour les gens qui vont écouter. Mais t'as-tu du tout? Pas du tout. Merci les gars de m'avoir accueilli dans votre podcast. Ah ben, c'est nous qui te remercions. Merci d'avoir Merci eu de ton des temps. bons débats. On va continuer après. On va se retourner en arrière. Et on va aller à la boulangerie. On va aller en boulangerie, c'est le même top. Jérémy Demé, merci beaucoup. Merci à vous les Je gars. vous remercie encore une fois notre commanditaire, Onibi. Parce qu'Onibi, c'est Bon en salle. jamais. Je vous le promets. Bonne journée tout le monde. Bye. Bye, merci.